Cet après-midi, comme je vous l'avais annoncé, nous allons avoir en fait peut-être deux parties, c'est un petit peu caricatural, deux parties dans cette présentation, puisque nous avons avec nous Jean-Claude Amezen, qui est professeur d'immunologie à l'Université Paris Diderot et qui, d'une certaine façon, va faire le lien avec la séance de ce matin qui était consacrée à l'explicitation de ce qu'est le vieillissement. Ensuite, parlera Anne-Marie Guillemard, qui est professeure de sociologie à l'Université Paris-Descartes. Nous aurons ensuite une pause et nous reprendrons avec Jean-Charles Villard, qui est docteur en économie appliquée et qui est directeur technique de la GIRC et de l'ARCO. Et nous finirons avec le professeur Françoise Forette, que nous avons déjà entendu ce matin et qui, là, se concentrera sur quelque chose d'un petit peu paradoxal, enfin a priori, la longévité en tant que facteur de croissance économique. Donc pour commencer, Jean-Claude Amezen, et je crois que vous voulez évoquer la question de l'évolution aussi, qui n'a pas été abordée jusqu'à présent, même si ce matin, le professeur Friguet avait évoqué le ver, c'est élégant, c'est les souris, mais vous allez nous en dire beaucoup plus sur la comparaison entre tous ces organismes et ce que cela nous dit du vieillissement. Jean-Claude Amezen. Pourquoi vieillissons-nous ? Merci beaucoup de m'avoir invité. Désolé de ne pas avoir pu être là ce matin, donc excusez-moi si certaines choses que j'évoque ont déjà été évoquées. Ce sablier et le sablier de la longévité maximale, de l'espérance de vie maximale, comme vous le savez, est extraordinairement divers dans les différentes espèces vivantes. 2 ans chez la souris, 20 ans chez la chauve-souris, 1 siècle chez le perroquet et la carpe. Donc une très très grande diversité de la limite supérieure de l'espérance de vie. Et donc quand on parle de vieillir et quand on parle de nous, on parle aussi de nous comme êtres vivants. Et puis on parle de nous comme êtres humains, et comme vous le savez, et on a dû déjà l'évoquer, pendant longtemps, l'espérance de vie à la naissance chez l'être humain qui a augmenté par diminution de la mortalité infantile, et depuis le milieu du XXe siècle, depuis 1950, ce qui est apparu de nouveau, c'est une augmentation d'espérance de vie à l'âge adulte. Et vous savez qu'au Japon, il y a 28 000 centenaires aujourd'hui, il y en avait 1000 il y a un quart de siècle. Donc, une plus grande partie des êtres humains vivent plus longtemps, et quand vous regardez des photographies d'il y a 50 ans de personnes qui étaient âgées de 60 ans ou de 70 ans, on s'aperçoit que non seulement on vit plus longtemps, mais on a l'apparence plus jeune. Et en termes d'activité physique, de comportement, on est plus jeune. Donc une grande partie des gens vivent plus longtemps, et vivent plus longtemps jeunes, essentiellement dans les pays riches, et dans les pays riches industrialisés. Vous savez que c'est le 150aire de la parution d'un ouvrage qui a radicalement changé la biologie, qui est de l'origine des espèces de Darwin, donc la théorie darwinienne de l'évolution du vivant, cadre dans lequel toute la biologie aujourd'hui est inscrite. Et Darwin lui-même ne s'est pas attaché à la question de la longévité et du vieillissement. Et Darwin disait, de manière un peu bizarre, que l'évolution, la sélection naturelle ne pouvait pas faire apparaître une caractéristique et la préserver pendant longtemps si elle était nuisible aux organismes qui la possédaient. Ce qui a rendu ses successeurs perplexes, parce que la question du vieillissement et de la mort n'est pas a priori une caractéristique qu'on peut considérer comme bénéfique pour les organismes. Et donc pendant un siècle, il n'y a pas eu d'intégration de la question du vieillissement et de la longévité dans la théorie darwinienne qui était en train de révolutionner la biologie, jusqu'à ce qu'en 1951, un immunologiste qui s'appelait Peter Medawar, 9 ans avant d'obtenir son prix Nobel en immunologie, a fait une conférence intitulée « Un problème non résolu en biologie ». Et le problème non résolu en biologie en 1951, c'était la manière dont le vieillissement, la longévité, pouvait s'intégrer, pouvait se penser à l'intérieur du cadre de la théorie de l'évolution du vivant. Et son idée, c'est que si le vieillissement existait dans toutes les espèces vivantes, ce n'était pas du tout
parce que c'était une caractéristique qui s'était propagée parce qu'elle avait été sélectionnée de manière positive, mais c'est au contraire parce que c'était quelque chose sur lequel les effets de la sélection naturelle ne s'exerçaient pas. Et donc, à partir du moment où on considérait que ce n'était pas une propriété qui était maintenue, mais au contraire une propriété qui apparaissait et qui était héréditaire, parce qu'elle ne jouait pas de rôle dans l'évolution, elle devenait pensable dans le cadre de la théorie de l'évolution. Il y avait une particularité, ce sur quoi la sélection naturelle avait dû jouer, c'était l'âge auquel commençait le vieillissement. Donc il pensait que le vieillissement n'était pas un phénomène simplement d'usure, comme l'usure d'une falaise ou d'une machine, qu'il y avait une composante héréditaire et génétique, mais que le moment où commençait le vieillissement avait dû faire l'objet d'aménagements contingents avec quelque chose de très simple. Le vieillissement n'avait pu se propager à travers les générations que s'il commençait après l'âge de reproduction. S'il commençait avant, eh bien les organismes chez lesquels il survenait n'avaient pas d'enfants. Et donc, le moment où apparaissait le vieillissement devenait quelque chose sur lequel l'évolution avait pu jouer de deux façons, proposait-il en 1951, soit en favorisant la transmission de gènes et de mécanismes qui retardent le moment où le vieillissement va commencer, soit en favorisant la transmission à travers les générations de gènes et de mécanismes qui, pendant un moment, vont retarder l'effet des gènes qui accélèrent le vieillissement et qui avaient un équilibre. Et puis, quelques années plus tard, un autre évolutionniste, George Williams, a changé profondément cette vision en la creusant et en proposant que les mécanismes qui nous font vieillir et disparaître sont des mécanismes qui, lorsque nous sommes tout jeunes, embryons, ou lorsque nous grandissons, jouent un rôle dans notre développement, dans notre croissance et dans notre fécondité. Et l'exemple complètement théorique qu'il avait pris était l'exemple du calcium. Il disait, imaginons que le calcium joue un rôle positif dans la petite enfance en permettant la croissance osseuse, et que l'accumulation de ce même calcium, au fur et à mesure que la personne devient adulte, va entraîner des problèmes cardiovasculaires. Et donc l'idée, c'était qu'il y avait eu transmission et rôle dans l'évolution de ce qui faisait vieillir, parce que ce qui faisait vieillir était un effet secondaire tardif de ce qui jouait un rôle dans le développement, dans la fécondité, et donc justement dans la capacité à se propager à travers les générations. Les deux, à la fois Peter Middelwar et George Williams, considéraient que ça s'était passé de manière différente, au hasard, dans chacune des espèces vivantes, et qu'en gros, ce qui faisait grandir, se reproduire et vieillir telle espèce animale, a priori devait être tout à fait différent de ce qui faisait grandir et vieillir une autre espèce animale, d'où George Williams le disait, il n'y a pas de probabilité qu'un petit nombre de mécanismes communs soient impliqués dans le vieillissement et la longévité de toutes les espèces vivantes, et donc il n'y a pas de Graal, il n'y a pas de recherche de la fontaine de jouvence qui permettrait de trouver un mécanisme universel. Et puis, il y a un peu moins de 20 ans, ce qui était de l'ordre de la théorie commence à devenir sujet d'expérience. Et ça commence à devenir sujet d'expérience, Dominique Leglu l'évoquait, dans un petit verre transparent dont les derniers ancêtres communs qu'ils ont avec nos ancêtres se sont séparés il y a à peu près 800 millions d'années, donc c'est une divergence très ancienne, et dans lesquels des travaux au début des années 90 montrent qu'il suffit de modifier un gène sur l'ensemble des gènes qu'il possède pour que la longévité de l'animal double. Ce qui se passe, c'est que l'animal vit plus longtemps, mais vit plus longtemps jeune, et puis il vieillit et il meurt comme ses congénères. Donc c'est une prolongation non seulement de l'espérance de vie maximale, mais c'est aussi une prolongation en termes de jeunesse. Et puis les mêmes travaux ont été faits sur la mouche du vinaigre, beaucoup plus récemment sur la souris, et il s'est avéré que modifier un gène dans quelques familles de gènes suffisait en général, en moyenne, d'augmenter à la fois la longévité maximale, l'équivalent de 122 ans dans l'espèce humaine, d'un tiers, s'accompagnant d'une prolongation de la période pendant laquelle l'animal est jeune. Et ces études, pour dire les choses simplement, ont identifié deux types de modifications génétiques. Des modifications génétiques dans ce qu'on pourrait appeler des gènes qui participent à des phénomènes de construction, mais aussi d'exécution du vieillissement. Et donc, si on atténue un peu leur effet, si on diminue un peu leur effet,
l'animal se construit, se reproduit et vit 30% plus longtemps jeune. Si ces gènes sont enlevés, en général, le développement embryonnaire ou la fécondité disparaît. Donc, vous voyez, ce rôle ambigu, ils sont nécessaires à la construction et à la propagation des animaux, mais en gros, il y en a un peu trop. Ils sont un peu trop utilisés, et ça fait que l'animal vieillit et meurt plutôt qu'il ne pourrait le faire en utilisant ces gènes de manière plus économe. Et puis, vous avez une autre catégorie, une autre famille de gènes, où s'ils sont enlevés, l'animal vieillit prématurément, avant même d'être capable de se reproduire. Et donc, ce sont des gènes qui contrebalancent l'effet des premiers. C'est des protecteurs qui retardent les effets délétères, les effets en termes de vieillissement de ceux qui construisent. Et ce qui est plus intéressant, c'est que lorsque des chercheurs sont mis à en rajouter des exemplaires, eh bien, à ce moment, il y a prolongation de la durée d'existence. Donc, vous voyez qu'il y a une espèce d'équilibre entre ce qui construit mais va précipiter le vieillissement et la fin, et une autre famille qui freine en partie les effets plus tard dans la vie de ces gènes et qui donc vont établir un équilibre. Ces équilibres, étant donné que tout ça s'est fait au hasard à travers les générations dans des environnements changeants, ces équilibres sont contingents. Et donc il suffit de modifier légèrement un gène pour que d'un seul coup l'équilibre s'établisse autrement. En gros, la plupart des espèces animales qui ont été étudiées ont trop, si on les regarde et si on estime que vivre longtemps jeune est souhaitable, ont trop, en excès, ce qui permet de bâtir et de se reproduire. Et s'ils en avaient un peu moins, mais personne n'a réglé, ça s'est fait tout seul, eh bien, ils se construiraient, ils se reproduiraient et ils vivraient plus longtemps. Et donc, il y a une marge d'intervention. Le deuxième problème qui est intéressant, c'est que l'environnement dans lequel, de génération en génération, ces espèces ont vécu et se sont reproduits joue un rôle dans la manière dont l'équilibre s'est fait. En gros, plus l'environnement est agressif, empêche de vivre longtemps, et plus la balance s'est faite vers un vieillissement qui vient vite après la reproduction, plus l'environnement est favorable, et plus il y a de probabilité dans les espèces que le vieillissement démarre plus longtemps après le début de l'âge de la reproduction. Donc ça concerne des gènes qui sont transmis de manière héréditaire. Mais vous savez que l'environnement joue aussi un rôle important dans l'espérance de vie d'un animal. Et c'est d'ailleurs les premières manipulations qui ont été faites, qui au début ont été regardées comme quelque chose d'anecdotique, chez des petits rongeurs, qui consistaient, comme vous le savez, à diminuer la quantité de calories dans l'alimentation et qui entraînaient eux aussi une augmentation de 30% à 50% de l'espérance de vie. Et donc, ce qui maintenant a été montré dans différentes espèces animales, le petit ver dont je vous parlais, la mouche du vinaigre, la souris, c'est que modifier un gène ou modifier un facteur dans l'environnement, en particulier la richesse calorique de l'alimentation, se traduit de la même façon. Et lorsqu'on additionne ces deux démarches, en général, il n'y a pas de gain, ce qui prouve qu'ils agissent sur les mêmes mécanismes. Et qu'en gros, un gène anormal ou rare dans un environnement habituel ou un gène habituel et fréquent dans un environnement différent, anormal, va provoquer le même effet. Et que donc l'intérieur et l'extérieur jouent tous les deux un rôle. Le généticien Richard Lewontin disait que l'intérieur et l'extérieur s'interpénètrent et que chaque organisme vivant est à la fois le lieu, l'objet et le produit de ces interactions. On le savait depuis longtemps, parce que comme vous le savez, dans certaines espèces animales, les insectes sociaux, les abeilles par exemple, si vous prenez deux œufs génétiquement identiques, en fonction de l'environnement, de la nourriture qui est donnée, des phéromones qu'émet la reine, le même œuf, deux œufs génétiquement identiques, vont se construire, c'est-à-dire utiliser leur même gène de manière tellement différente, qu'ils peuvent donner naissance à une reine féconde qui vivra 10 ans, ou à une ouvrière stérile qui vivra 2 mois. Et entre 2 mois et 10 ans, la différence en termes d'espérance de vie est énorme. Donc, de manière moins spectaculaire, les mêmes phénomènes se retrouvent dans toutes les espèces vivantes, et c'est ce qu'on appelle, et qui se développe depuis une vingtaine d'années de manière extrêmement importante, ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire au fond tout ce qui influence à la fois l'espérance de vie, la santé, les capacités, mais aussi l'hérédité à un certain niveau, et qui est dû à l'environnement, qui est dû à la manière dont les gènes sont utilisés, et qui est dû au mode de vie. Je vais vous donner un exemple qui concerne cette fois non pas l'espérance de vie, mais qui concerne des maladies qui surviennent plus fréquemment
chez des animaux et des êtres humains au fur et à mesure qu'ils prennent de l'âge, qui sont des maladies neurodégénératives. Depuis 8 ans, il y a toute une série de travaux qui ont été publiés et qui montrent que si on provoque des maladies neurodégénératives chez des souris qui sont toutes génétiquement identiques et qui donc, lorsqu'on provoque la maladie, vont la développer dans les mêmes temps, être malade et mourir dans les mêmes temps, que ce soit des lésions cérébrales qui ressemblent à une maladie de Parkinson, ou que ça soit insérer des gènes qui vont entraîner des maladies qui ressemblent à des maladies neurodégénératives humaines. Vous avez donc, dans un environnement normal, qui est celui d'une animalerie, d'un laboratoire, toutes les souris qui tombent malades et qui vont mourir en même temps. Et puis, ce qui a été fait depuis 8 ans, c'est d'essayer de changer l'environnement. Pour les souris, qui ne sont pas des animaux très compliqués, ça a consisté à mettre des roues dans les cages, et donc elles peuvent avoir une activité physique, à mettre des objets qui sont spectaculaires en les changeant, ce qui fait que ça attire l'attention, ou à cacher la nourriture dans un labyrinthe, ce qui fait qu'il y a besoin d'exercer la mémoire pour trouver la nourriture. Et dans ces cas, soit la maladie ne survient pas, soit la maladie survient significativement plus tard, avec 2 cas de figure. Soit il n'y a pas de lésion neurologique, et donc ça explique que la maladie ne survient pas, soit il y a développement des lésions neurologiques, mais elles ne se traduisent pas en termes de maladie. Et donc, là encore, on a introduit la maladie à l'intérieur du cerveau ou à l'intérieur des gènes. La manière dont elle va se développer, le fait qu'elle va se développer ou pas, dépend de l'environnement et du mode de vie. Donc je crois que c'est quelque chose d'assez spectaculaire qui montre qu'il y a perpétuellement une interaction entre ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Et il y a peut-être, dans notre société actuellement, une forme de cécité, c'est-à-dire une forme de focalisation sur tout ce qu'on peut lire à l'intérieur du corps, en n'étant pas assez attentif à tout ce qui existe autour du corps. Et une partie de ce qu'on lit dans le corps, c'est ce qui s'imprime au long de la vie, en fonction de l'environnement. Et vous savez, Darwin le disait déjà pour les modifications de l'évolution du vivant, l'environnement qui joue le rôle le plus important, c'est l'environnement composé des autres individus de la même espèce. Avant, disait-il, le climat, les autres espèces, etc. Et pour nous, êtres humains, c'est donc la manière dont nous construisons et nous vivons nos interactions. Et quand je dis qu'il y a une certaine cécité, il y a très peu, pour la majorité des gens, en dehors de certaines maladies rares, de tests prédictifs qu'on peut lire en termes biologiques ou génétiques à l'intérieur du corps, qui ont autant de pouvoir prédictif qu'un certain nombre de facteurs prédictifs statistiquement très puissants, qui indiquent par exemple qu'en France, un ouvrier âgé de 35 ans a en moyenne une espérance de vie de 7 ans inférieure à un cadre du même âge, que suivant la région où on habite, nord de la France, centre ou sud, l'espérance de vie moyenne n'est pas la même. Il y a des choses plus subtiles, des travaux anglais, vous savez qu'on n'est pas très bon en épidémiologie, en études des facteurs de manière collective, des études anglaises montrent que dans des administrations anglaises, je ne sais pas si elles sont très différentes des nôtres, si vous suivez, et ça se décline en étages, le niveau hiérarchique, il y a une corrélation statistiquement significative entre le niveau hiérarchique et l'espérance moyenne de vie. Et en gros, plus l'échelon hiérarchique diminue, on n'est pas très riche en haut, on n'est pas très pauvre en bas, et plus l'espérance de vie se réduit. Et ils ont enlevé des facteurs dont on sait qu'ils jouent un rôle dans l'espérance de vie, qui sont le tabagisme, l'alcoolisme, l'obésité, l'hypertension, et ce facteur tient toujours. Quel est le mécanisme? C'est des questions, c'est des sujets de recherche, personne n'a de réponse. Ces équipes pensent qu'une certaine façon de gérer le stress chronique et la nature du stress chronique pourrait, pendant des années, être quelque chose qui va jouer un rôle dans cette espérance de vie. D'autres études anglaises encore plus récentes indiquent, si cette fois on s'intéresse au déficit cognitif, aux pertes des capacités intellectuelles qui viennent et d'interaction au fur et à mesure que l'âge progresse, qu'il y a un différentiel de 15 ans qu'on peut mettre en évidence à partir de facteurs socio-économiques et culturels qui commencent longtemps avant l'âge où vont survenir les troubles. Donc je crois qu'il y a nécessité en fait d'appréhender les phénomènes qui touchent à la santé, la maladie, à l'espérance de vie, au vieillissement et à la qualité du vieillissement, non seulement comme si tout était inscrit à l'intérieur de la personne qu'on étudie, mais comme quelque chose qui résulte à la fois de la personne et de son inscription pendant toute sa vie à l'intérieur
des relations et d'autres facteurs de l'environnement que nous créons. Il y a un autre problème et une autre question qui me paraît important, et je reviens à ces facteurs de l'environnement, c'est que nous avons tendance dans notre pays, ce qui ne se fait pas partout, à isoler les personnes qui sont les plus vulnérables. Vous savez, quand on construit des hôpitaux pour les personnes âgées, à Paris, on a décidé que le meilleur moyen, le meilleur endroit pour les construire, c'était loin de la ville. Il n'y a pas a priori d'avantage évident quand on est âgé à se retrouver à quelques dizaines de kilomètres de son habitat. Lorsque les personnes sont atteintes de handicaps mentaux, il y a des handicaps mentaux qui commencent très tôt, il y en a qui commencent lorsqu'on vieillit, eh bien là encore, il y a une tendance à accompagner la personne dans un lieu qui est à l'extérieur de la société. Et donc si on considère que les relations avec les autres, la capacité de vivre le mieux possible avec les autres, parmi les autres, est un facteur de santé, vous savez que la définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé, c'est un état de bien-être physique, mental et social. Ça dépasse ce que la biologie peut faire. Il n'est pas sûr que lorsqu'on isole des personnes, même avec la meilleure volonté du monde, on ne crée pas du mal-être et qu'on ne crée pas, même d'un point de vue médical, une accélération de sa vulnérabilité, qui est la raison même pour laquelle on s'en occupe. Dans d'autres pays comme la Suède, par exemple, un programme a été développé il y a une quinzaine d'années qui s'appelle Included in Society, c'est-à-dire inclus dans la société, qui fait que la tendance a été de fermer toutes les institutions pour personnes handicapées mentales, quel que soit l'âge et la nature du handicap, il s'agit de maladies d'Alzheimer ou d'autres. La dernière a été fermée en 2000 et à accueillir ces personnes dans des petits appartements et des petites maisons où ils vivent à 4 ou 6 et où les accompagnants et les soignants viennent chez eux pour s'en occuper. Ce n'est pas les personnes qu'on envoie ailleurs pour qu'on s'en occupe. Et la Suède considère que ne pas permettre à quelqu'un qui n'en a plus les moyens tout seul de vivre avec les autres, parmi les autres, est une violation de ses droits civiques. Et donc je crois que c'est intéressant de réfléchir à, comment est-ce que je peux dire, à la manière dont nous construisons notre société, dans la mesure où il y a une tendance, je crois, à faire en sorte de vivre ensemble quand on n'est pas trop pauvre, trop malade, trop vieux, trop handicapé, et à créer des micro-sociétés dans lesquelles on envoie à l'écart, avec la meilleure intention du monde quand on s'en occupe, des personnes qui sont dans un état de vulnérabilité. Donc je crois que l'attention à la vulnérabilité et le maintien des liens les plus étroits possibles lorsqu'il y a vulnérabilité est peut-être quelque chose qui permet ou qui pourrait permettre de vivre mieux, plus longtemps. Et je crois que c'est un changement culturel. Au-delà d'un certain nombre de mesures, nous avons des plans qui sont excellents. Vous savez que nous avons des plans canicules pour que les changements de climat ne tuent pas des personnes âgées. Nous avons des plans Alzheimer, nous avons des plans autisme. Mais nous manquons de plans. Disons que notre façon d'accueillir, de vivre avec des personnes qui sont vulnérables est une nécessité. Et après, évidemment, ça se décline en termes d'interaction, d'accompagnement et d'aide d'une manière qui est spécifique. Vous savez qu'on parle beaucoup de principes de précaution, avec des exceptions et des sens très différents. Je crois qu'une des façons de voir le principe de précaution, c'est d'apporter, quand il est encore temps, le plus d'aide et l'environnement le plus favorable aux personnes qui sont les plus vulnérables. Et puis, je voudrais terminer simplement en évoquant quelque chose qui est que notre souci de vivre le plus longtemps dans les meilleurs états de santé et de bien-être possibles et les liens les plus riches qui peuvent exister est quelque chose d'important. Mais quand nous parlons de vieillir ou quand nous parlons de notre vieillissement, quand nous parlons de notre longévité, la question est de qui nous parlons. Et souvent, nous parlons d'une petite portion de l'humanité. Vous savez que le problème de mortalité actuelle dans beaucoup de pays du monde, et en particulier de l'hémisphère sud, ce n'est pas les conditions de longévité maximale. Il y a 10 millions d'enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque année. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'on pourrait en sauver 6 millions. Il y a 200 millions d'enfants, si on parle de perte des fonctions cognitives, dont des études récentes indiquent qu'ils ont moins de 5 ans, ils n'atteindront jamais leur état de maturité cérébrale et intellectuelle à cause de facteurs qui sont la malnutrition, la pollution et les maladies infectieuses. Et donc actuellement dans l'humanité, la cause majeure de mort prématurée, ce n'est pas la manière dont le vieillissement se déroule, mais c'est la malnutrition, les maladies infectieuses ou les massacres. Et donc je crois qu'il faut à la fois tout faire d'un point de vue médical, d'un point de vue biologique,
pour essayer de faire en sorte que la santé soit la meilleure, mais sans oublier que la manière, à la fois dans notre pays mais dans le monde, dont nous construisons notre façon de vivre ensemble, est un élément essentiel de la santé et je dirais d'une vie le plus heureuse possible et le plus humaine possible. Merci. Je précise, parce que je n'avais pas dit au début, que vous êtes président du comité d'éthique de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, et vous êtes toujours membre du comité consultatif national d'éthique.